Merci Rachida El Azzouzi. Je passe la parole à Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui a montré qu'il était possible d'accueillir dignement. Merci de l'invitation à participer avec vous à cette soirée-là. Je vais vous témoigner effectivement que l'accueil est possible, l'accueil de réfugiés, de migrants dans notre pays, dans nos villes est possible. On le fait depuis longtemps, nous depuis 2006. Nous avons des réfugiés qui ont élu domicile sur un terrain à côté d'une station-service qui est le long de l'autoroute qui amène à Calais, qui est l'horizon Calais et l'Angleterre, donc qui est l'horizon rêvé de tous ces réfugiés qui arrivent sur notre côte. Et on l'a fait avec la population. On a fait œuvre de pédagogie avec cette population pour lui expliquer ce qu'étaient ces personnes, d'où elles venaient, quelles étaient ses racines, et puis lui rappeler aussi à un moment donné quelles étaient nos racines. Grande-Synthe est une ville ouvrière dans la banlieue de Dunkerque, qui est une ville qui est née en 1960 pour les besoins de l'industrie en France. Et pour venir travailler dans cette industrie en 1960, on a déjà fait appel à des étrangers qu'on est allé chercher en Espagne, en Italie, en Algérie, au Maroc, pour venir travailler dans cette usine et participer à cette force française, à cette force industrielle française à cette époque-là. Et donc, au moment où j'ai commencé à écrire des courriers à la population pour favoriser cet accueil des populations étrangères, je leur ai réexpliqué d'où on venait toutes et tous dans cette ville. Il faut prendre du temps. En 2006, donc, les premiers 4 ans après la fermeture de Sangatte, les premiers réfugiés arrivent sur la ville. Ils étaient une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Ils restaient 24 heures. Ils arrivaient dans la journée, puis le soir, ils grimpaient dans des camions pour partir en Angleterre. Tout de suite, les associations, dont Emmaüs et un certain nombre d'autres associations, sont venues en aide à ces personnes-là, en leur apportant à manger, en leur donnant des vêtements, mais ils restaient 24 heures, 48 heures au plus avant de pouvoir passer. Et tout de suite, on a expliqué à la population, on leur a dit quelle était la situation à cette époque-là. Et dans mes convictions politiques, c'est de ne jamais laisser personne sur le bord du chemin, quel qu'il soit. Dans ma ville, il n'y a pas d'expulsion locative si elles sont liées à des problèmes sociaux. Depuis 16 ans que je suis maire de cette ville, il n'y a pas eu non plus de coupure d'énergie pour des gens qui rencontrent des problèmes sociaux. Il n'y a pas de gens qui ont faim dans ma commune et il n'y a pas de gens qui dorment dehors. Je ne l'accepterai pas. Et ça doit être la même chose, qu'on soit habitant de cette ville ou qu'on soit de passage et qu'on trouve refuge dans cette ville. Je n'accepterai jamais que quelqu'un meure de faim ou de froid sur ma commune. Il ne suffit pas de le chanter, parfois il faut aussi le mettre en œuvre. Donc environ une cinquantaine de réfugiés au fur et à mesure du temps s'arrêtaient depuis 2006. Et puis en 2008, il a fait moins 15 degrés. Et pour la première fois, on a vu des femmes et des enfants arriver sur ce camp-là. Et donc les associations nous ont alertés en décembre 2015. J'ai pris la décision tout de suite de mettre une tente chauffée à disposition de ces réfugiés. Et là, j'ai reçu un premier courrier du sous-préfet qui me disait « Vous allez créer un appel d'air, c'est pas bien, il faut pas le faire. » Et puis, il y a des problèmes de sécurité parce qu'il y a des passeurs qui sont derrière ces réfugiés. Et donc, vous vous débrouillerez parce que c'est sur un terrain de la ville et que donc vous assumerez les responsabilités. J'ai dit « Ok, j'assumerai la responsabilité » et j'ai laissé cette tente sur place. Et entre 2008 et 2015, on a amélioré petit à petit ces conditions d'accueil. On a mis une deuxième tente pour séparer les hommes et les femmes. On a mis une troisième tente, une quatrième tente. Et quand les tentes ne suffisaient plus, on a mis des petites cabanes de bois qu'on a fait avec les intervenants et des associations. Il y avait Médecins du Monde qui nous accompagnaient à cette époque-là. On a mis donc des toilettes sèches aussi sur le terrain. On accompagnait, les associations accompagnaient vers des douches de la ville, dans des stades ou dans des salles de sport. Et ils avaient un risque en ce moment-là, un risque qui se réveille là ces derniers temps avec ce qui se passe du côté de Nice. Il y a le délit de solidarité en France, dans notre pays. Quelle horreur d'avoir dans la loi ce délit de solidarité. Donc les associations risquaient donc de se mettre en porte-à-faux par rapport à ce texte de loi. Mais ils l'ont toutes assumé jusqu'alors. Puis en 2015, donc ça a continué un certain nombre. Il y avait environ, en moyenne, une cinquantaine de réfugiés. Donc pas d'appel d'air du tout, ce qu'on m'avait dit en 2008, ça ne s'est pas du tout produit. En 2015, l'État décide de bloquer complètement Calais avec des rangées de barbelés, de grillages, de CRS qui étaient là. Et sur la cinquantaine de réfugiés qui étaient là au mois de juillet, on a vu le nombre augmenter très rapidement à 190 fin août. Donc les associations là, nous ont appelés en disant « Nous, on est bénévoles, on n'est pas très nombreux, on n'a pas les capacités de faire face à cet afflux de personnes massifs, il faut faire quelque chose, sinon on va être débordé. » Donc là, j'interpelle le sous-préfet qui avait changé entre deux.
pour lui demander de mettre des moyens en œuvre, pour lui dire, moi j'accueille et je veux bien m'occuper des 190 qui sont là, mais s'il en arrive d'autres, on va être complètement débordés, ça va nous dépasser complètement. Et là, j'ai aussi fait encore un courrier à la population pour lui expliquer quelles étaient ces personnes. À l'époque, c'était des Syriens en grande partie qui arrivaient sur le territoire de la ville. Et donc, voilà, on a dit qu'on allait continuer, que je me refusais de demander un démantèlement de ce camp-là, parce qu'il fallait qu'on soit solidaire de ces populations-là. C'était notre devoir à tous. Et pour éviter qu'ils soient trop nombreux, j'avais appelé les maires. On avait fait une association du réseau des élus hospitaliers de la région Nord-Pas-de-Calais pour avoir des maires volontaires qui accueillent, elles aussi, enfin, sur leur commune, des réfugiés pour qu'on se partage cette tâche-là, ou cette charge, mais je préfère parler de tâche. J'en appelais à l'intervention de l'État, que je n'ai pas eue, et on a eu une rencontre avec le ministre de l'Intérieur fin septembre, et il m'annonce le jour même de cette réunion, fin septembre, qu'ils étaient plus 190, mais 545 sur le terrain de ma ville. Et puis après, ça a continué à augmenter, 1200 en octobre, 1800 en novembre, et 2500 au mois de décembre. Vous voyez que une ville face à ce problème-là, on ne sait pas quoi faire, on est désarmé, c'est pas dans notre compétence. Et quand on a appelé l'État à venir, avec Bernard Cazeneuve le 30 septembre, il a dit je vais envoyer des forces de l'ordre, mais elles n'ont rien empêché de l'afflux. Et puis le 13 novembre, il y a eu ces attentats à Paris, donc toutes les forces de l'ordre ont été appelées sur d'autres missions que celle de venir protéger ce lieu à Grande-Synthe. Donc il a fallu qu'on se débrouille tout seul. On était face à ce problème-là, et là on a pris contact avec Médecins sans frontières, qui est venu nous aider à concevoir un camp pour déménager l'endroit où ils étaient, parce que les conditions de vie étaient complètement inhumaines. Vous les avez certainement vues dans la presse, parce qu'il y a une grosse couverture médiatique. Mais les ONG, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, nous disaient que c'était le pire des camps qu'ils avaient vus à travers le monde, ici, en France, au XXIe siècle. Et je ne pouvais pas accepter, à l'époque, il y avait 300 enfants, 300 femmes, que ces personnes vivent dans la boue, dans l'eau en permanence, avec des rats qui étaient présents, les tentes les unes sur les autres, à essayer de se chauffer tant bien que mal avec des bras zéro. Mais c'était une vision d'horreur que je ne supportais pas. Donc on décide de faire un camp sur un autre terrain qu'on trouve à proximité. Le gouvernement ne voyait pas ça d'un bon œil. Bernard Cazeneuve me reçoit le 23 décembre. Mais j'ai eu un bon contact avec lui, je dois l'avouer. C'était un rapport difficile, mais bon contact, sur la base de rapports humains extrêmement intéressants. Et finalement, il dit au préfet, accompagner le maire pour voir un peu quelle solution mettre en œuvre satisfaisante, pour ne pas non plus, pour répondre à la loi, puisque les tribunaux avaient condamné la ville de Calais et l'État français, parce que sur Calais, ils ne mettaient pas en œuvre des situations dignes d'être humains. Et donc je répondais aussi à cette demande de justice en faisant ce camp-là. J'ai l'accord du préfet, l'accord. Il me dit on n'est pas d'accord avec le camp que vous faites, mais si vous le faites, on n'empêchera pas de le construire. Et donc on l'a fait. Et le 7 mars, on a déménagé tous les réfugiés qui étaient sur l'ancien camp dans ce nouveau camp. Il n'était plus que 1300 au lieu des 2500, parce que d'autres avaient pris le chemin des ports belges et néerlandais qui n'étaient pas autant protégés que le port de Calais. Il nous en a coûté 4 millions d'euros de faire ce camp. Sur les 4 millions d'euros, Médecins sans frontières a mis 2,5 millions et la ville a mis 1 500 000. Et aujourd'hui, on n'a pas été pris en charge. Ces frais-là restent à la charge et de Médecins sans frontières et de la ville de Grande-Synthe. Mais au moins, ce camp était aux normes du Haut-Commissariat aux réfugiés, c'est-à-dire qu'il y avait des bases, des lieux de vie où il y a quelques centaines de personnes qui vivent. Il faut avoir autant de toilettes, autant de douches, autant de points d'eau. Il y a des permanences médicales qui sont assurées par MSF, par Médecins du Monde, par Gynécologie sans frontières, par la Croix-Rouge française, par Dentistes sans frontières. Il y a de l'accompagnement médico-psychologique. Et voilà, ce camp vit maintenant depuis presque un an. Le 7 mars, on sera à la fin de l'année. Il nous en coûte, en plus des 4 millions d'investissements, 4 millions d'euros de fonctionnement par an. Là, l'État est venu signer une convention pour les prendre en charge, finalement, le 30 mai dernier. Là, le ministre de l'Intérieur a une phrase reprenant Mitterrand en disant « on ne peut rien contre la volonté d'un homme », et ce qui prouve qu'on peut résister de temps en temps et que résister, ça sert à quelque chose, on y arrive. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est que c'était pas évident pour une commune de faire ce genre se lancer dans ce genre d'aventure et d'opération, mais que s'il fallait le refaire, je le referais. C'est une expérience humaine extraordinaire. Et on estime qu'il y a eu entre 6 et 7 000 bénévoles qui sont intervenus. Il y a une cinquantaine d'associations qui interviennent sur ce camp. Les enfants sont scolarisés maintenant dans les écoles de la ville. Il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place entre enfants, avec les parents d'élèves. Ils interviennent dans l'école de musique, dans l'école des beaux-arts. Et c'est vraiment une expérience humaine intéressante. Et partout où je vais témoigner, parce qu'on me demande comme ce soir d'aller témoigner partout en France, je vois des expériences comme ça qui naissent partout. Je vois des salles pleines comme ici, de gens qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider. Et je pense que la France a un autre visage que celui qu'on voit régulièrement. Elle est solidaire, cette
France. Elle est pour l'accueil des réfugiés, elle est humaine, et dans la droite ligne de l'appel de l'abbé Pierre qui a été lancé hier, c'est le nouveau visage que je veux donner à la France, et c'est celui-là qu'on doit pousser derrière. Merci. Merci Damien Carême.